Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct lundi 11 mai 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mardi 12 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, merci Jacqueline, merci Jean-Édouard. Je reçois, et j'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, fondateur et président d'honneur du Front National, qui, pour beaucoup de Français, a représenté l'espoir de la nation. Alors, je le reçois exceptionnellement, à cause, évidemment, de cette terrible crise qui a eu lieu au Front National, qui n'est pas tout à fait finie, et à la suite d'un article publié dans le numéro de 9 avril 2015 du journal Rivarol, et qui a été intitulé par le journal « Jean-Marie Le Pen en n'est trahi que par les siens ». Jean-Marie Le Pen, je dois vous dire, je commençais par cet article. J'ai lu cet article. Et je me suis demandé, avec beaucoup de surprise, ce qu'on pouvait trouver à redire à cet article. Pourquoi est-ce qu'on vous a fait passer devant un tribunal de l'Inquisition pour un article qui, d'une part, est un entretien de haute volée, et qui, d'autre part, rappelle, précise, développe une position qui a toujours été la vôtre. Jean-Marie Le Pen. Oui, je pense que c'est un incident exploité dans le cadre d'une stratégie de rupture qui était préméditée et en quelque sorte on attendait l'occasion. On s'est d'ailleurs trompé puisqu'on a déclaré que cet article constituait une relance de l'affaire du détail de M. Bourdin, alors qu'en fait cette interview avait été accordée 15 jours avant la visite à M. Bourdin sur RMC. En l'occurrence, ce qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage. Et je pense qu'il y avait derrière tout cela une opération préméditée et exécutée assez cyniquement pour se débarrasser de ce qui constituait pour les nouveaux maîtres du Front National comme une inacceptable surveillance, une inacceptable contrôle. Or, c'est le rôle du président d'honneur. Il a justement été nommé à cette place et surtout sa fonction est assortie d'un certain nombre de prérogatives qui sont celles de la statue du commandeur, en quelque sorte, qui représente le long passé de batailles, de sacrifices, de souffrances, d'adversité subie par le Front National, et un petit peu comme le garant d'une certaine rectitude à la fois morale et politique. Et c'est tout à fait évidemment, ce personnage gênait les ambitions ou les projets d'un certain nombre de nouveaux adhérents, de nouveaux dirigeants du Front National. Et je crois que dont Marine Le Pen, je pense, est devenue l'otage. Elle s'est laissée piéger par la technicité d'un certain nombre d'entre eux. Elle n'a peut-être pas suffisamment réparti les fonctions de son état-major. Et elle est donc, en quelque sorte, devenue la prisonnière de gens qui sont indispensables ou se sont rendus indispensables. Puis on ne peut pas avoir toutes les qualités, c'est évident. Marine a des qualités éminentes de communication, c'est très réel. Peut-être, ce n'est pas une injure de dire un peu moins d'organisation, de conduite du mouvement, bien que ce soit une femme d'autorité, et qu'elle a, je pense, voulu le montrer de façon spectaculaire, en quelque sorte sacrifiant son père, ce qui devient presque classique, dirais-je. C'est un grand classique. C'est un grand classique. Ah non, la trahison du père, c'est un grand classique. Le parricide, en politique ? Oui, en politique. Pas tant que ça. Oh, tout de même. Du père. Dans l'histoire, je veux dire. Du père politique, mais pas du vrai père. Oui. Pas du père charnel. Non, bien sûr, oui. En l'occurrence, ça a été l'un et l'autre.
Tout de même, à ma grande surprise, il m'arrive encore à mon âge d'avoir des naïvetés, voyez-vous, en particulier celle de la solidarité. Et j'avais d'ailleurs remarqué que lors des difficultés que nous avions avec un certain nombre de nos candidats, ils étaient sacrifiés assez impitoyablement, voire même quelquefois en dehors du respect des statuts, ceci pour satisfaire le monde médiatique à l'affût du Front National et de ses dérapages, et je crois qu'on les craignait par-dessus tout, et on s'est incliné en quelque sorte sous la pression, sous la férule de ces censeurs, et on est peut-être sorti des rails sans s'en rendre compte, et quand moi je me rendais compte que je l'affirmais dans les lieux où cela doit se faire, c'est-à-dire le bureau politique, là où il doit y avoir un minimum de débat dans un mouvement politique, si autoritaire soit-il, eh bien, c'était ressenti comme une forme d'opposition, et que j'ai sans doute créé une gêne qui a été insupportable pour d'aucuns. Alors vous dites, Jean-Marie Le Pen, vous avez dit les nouveaux maîtres du Front National. Alors vous savez qu'à Radio Courtoisie et dans mon libre journal, on ne pratique pas la langue de bois. La langue de bois, et on aime bien appeler un chat un chat. Est-ce que vous visez le funeste Philippot ? Oui, absolument. Merci de cet aveu. Je pense que Florian Philippot, haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, ancien socialiste, ou peut-être toujours d'ailleurs. Chevènementiste. Socialiste, chevènementiste, mais ça n'est pas comment dirais-je, l'espèce la plus aimable de ce mouvement, socialiste, gaulliste, provocateur, puisque on s'est indigné, paraît-il, d'une phrase que j'aurais dite que je maintiens bien sûr dans l'interview à Rivarol, à savoir, je ne crois pas à la trahison du maréchal Pétain. Eh bien, ceci a été considéré comme une provocation insupportable pour quelqu'un qui affiche son gaullisme dans son bureau partout, qui a amené en pèlerinage des jeunes du mouvement à colomber les deux églises, au mépris bien sûr de l'opinion qu'ont un certain nombre de Français qui ont beaucoup souffert, en particulier dans l'Algérie française, de l'attitude et de la trahison du gouvernement du général de Gaulle. Ouais, enfin, vous qualifiez Monsieur Philippot de gaulliste, c'est ce qu'il dit. Je le crois pour ma part, Jean-Marie Le Pen, plus chevènementiste que gaulliste. Vous vous souvenez que De Gaulle a dit la France est un pays de race blanche et de religion chrétienne. Je ne suis pas sûr que M. Philippot souscrive à cette déclaration. Si vous aviez dit ça d'ailleurs... Le général de Gaulle a dit souvent tout et le contraire de tout. Il a dit cela en tout cas. Oui, ce qu'il a dit là, j'y adhère. Et dans cette partie-là, si vous voulez, à la limite, je suis moi-même un peu gaulliste. Ah, mais c'est une grande déclaration. Vous vous rendez compte, Jean-Marie Le Pen est un peu gaulliste. Oui. C'est merveilleux. Non, dans un certain sens de l'État. Mais pour le reste, non. Et en particulier, les abominables souffrances qui ont été celles des dizaines de milliers de harkis trahis, désarmés, sacrifiés, livrés au FLN et les Pieds Noirs et l'Algérie française en général, tout ceci n'est pas pardonnable et ne doit pas autoriser quiconque à s'en faire en quelque sorte une espèce de bouclier. Alors, revenons, si vous voulez, Jean-Marie Le Pen, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, disons à l'objet du procès qui vous a été fait. Bon, vous avez dit, et vous venez de le dire, que vous ne saviez pas ce qu'on vous reprochait exactement. Non. Bon, alors, on sait qu'on vous reproche cet article de Rivarol, 2 grandes pages de Rivarol du 9 avril 2015. J'ai déjà dit et clamé pour ma part que je trouvais que cet article était non seulement de haute volée, mais qu'il était irréprochable. Et je voudrais savoir, et je voudrais que les auditeurs de Radio Courtoisie se rendent compte, se demandent avec vous, à moins que vous trouviez que c'est fastidieux de le faire, ce qui, dans cet article, a pu susciter, ou quel est le prétexte qui a pu susciter l'opposition, les attaques du Front National. Non, je crois qu'en effet, c'est un prétexte. Le détail provoqué, il faut le dire, par les questions récurrentes de M. Bourdin. Il insiste beaucoup. Non, mais là c'est Rivarol. Non, mais c'est ça. Mais Marine Le Pen pense que l'article de Rivarol, qui est paru après l'émission de Bourdin, est une provocation
supplémentaire, une relance, alors qu'en fait cette interview avait été donnée 15 jours avant l'émission de RMC. Il y avait donc pas... Avec votre permission, moi, je voudrais faire le point pour les auditeurs de Radio Courtoisie sur cette affaire du détail. C'est de l'information. À moins que vous non, pas du tout. Alors, je vais donner les faits. Donc, Jean-Marie Le Pen est interrogé, je crois que c'était en 1987. 1987, donc c'était avant la loi Guesso du 13 juillet 1990 qui réprime ce qu'on appelle la contestation des crimes contre l'humanité. Et vous êtes interrogé, on se demande pourquoi, sur la Seconde Guerre mondiale, et en particulier sur les chambres à gaz, et vous dites, c'est un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Bon. Alors, vous avez été condamné au civil pour avoir provoqué la souffrance des descendants des victimes, si je bien compris. Il y avait 13 organisations qui étaient parties civiles. Et j'ai été condamné en première instance à leur verser 1 franc à chacune d'entre elles. Et en appel, un grand homme d'une grande moralité, le président Estoupe, actuellement poursuivi pour escroquerie en bande organisée, président de... Vous avez été estoupé en quelque sorte. Oui, j'ai été estoupé et il a porté la condamnation de 1 franc à 10 millions par association. Alors, il faut voir que le président Estoupe est l'homme... Alors, il est présumé innocent, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Oui. Mais c'est l'homme qui est mis en cause et actuellement mis en examen pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire de l'arbitrage tapis, 400 millions d'euros prélevés dans les finances de l'État. Absolument. Bon, alors, c'est une énorme affaire. Bon, alors, je voudrais quand même m'arrêter un instant sur cette jurisprudence, sur cette décision judiciaire, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, parce que si Jean-Marie Le Pen avait dit le génocide arménien est un détail de l'histoire de la Première Guerre mondiale, je pense qu'il n'aurait pas été poursuivi. Non. Hein? Si vous aviez dit le génocide vendéen est un détail de l'histoire de la Révolution, ce qui d'ailleurs a été une erreur à mon avis. Certainement pas, mais même si j'avais dit le débarquement du 6 juin 1944 a été un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ou la bataille de Stalingrad, ou le bombardement nucléaire du Japon, qui sont des détails qui s'accumulent. Ouais, enfin, non, mais la différence, c'est que ce que vous appelez là des détails a eu un rôle dans le déroulement de la guerre, alors que la déportation des Juifs et leur extermination dans les camps n'a joué aucun rôle. C'est un phénomène tragique, mais secondaire dans le déroulement des faits. Ça, c'est votre avis, mais ce n'est pas l'avis des gens qui... C'est l'avis des historiens. Chez nous... La déportation des Juifs n'a joué aucun rôle important dans le déroulement de la guerre. C'est le sacrifice des soldats russes, des soldats américains, des soldats anglais, qui a abouti à la chute de Hitler. Ce n'est pas le fait qu'il y ait eu des gens déportés. D'ailleurs, l'ensemble de ces détails forme un tout. C'est d'ailleurs la définition même du mot détail, c'est un élément d'un ensemble. Voilà. Alors. Et cette phrase a été prise comme un moyen de me combattre, de convaincre que j'étais un antisémite et qu'à ce titre je pouvais être condamné. Je pense, Jean-Marie Le Pen, pardonnez-moi, mais que le mot détail, qui n'était peut-être pas le mieux choisi, a été interprété malicieusement comme si vous n'aviez que indifférence pour la souffrance des victimes. Or, vous n'avez jamais dit que vous étiez indifférent à la souffrance des victimes. Absolument. Et personne ne peut être indifférent à la souffrance des victimes. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que les victimes sont nombreuses. Oui, mais j'ai commis un péché. J'ai dit que, dans le fond, le mort le plus important pour moi de la Deuxième Guerre mondiale, c'était mon père. Voilà. Mais ça paraît-il, est sacrilège et que l'on doit avoir un ordre de priorité différent et que je n'ai pas respecté l'ordre de priorité imposé depuis quelques années et qui consiste à admettre que nous n'avons été, somme toute, nous, que des victimes par hasard d'une guerre qui a été beaucoup plus importante pour d'autres. Tout dépend du logiciel qu'on a dans la tête, voilà. C'est ça le problème. Et vous avez été condamné pour blasphème envers ce que certains appellent la religion de la Shoah. Absolument. Et il faut voir que, quelle que soit l'opinion qu'on a sur votre opinion, c'est une grave atteinte à la liberté d'expression qui a été accomplie. C'est évident, c'est même scandaleux et réitéré. Mais il semble qu'on soit là dans un domaine sacré, un tabou. Un domaine religieux. Qu'il est interdit d'évoquer même, quand on n'a pas les qualifications suffisantes. Bien, alors, tournons non pas les pages, mais suivant les colonnes de cet article. Vous avez mis en cause, et ça, à mes yeux, c'est extrêmement important,
le programme économique du Front National à travers la retraite à 60 ans. Alors, je vous lis, vous dites, Jean-Marie Le Pen, en politique, on ne doit jamais sombrer dans la facilité ni faire de la démagogie. Il ne faut pas tomber dans le ridicule de paraître défendre le système de retraite à 60 ans, parce que même si on y apporte des amodiations, elles ne sont pas audibles politiquement. Pourquoi s'accrocher là-dessus ? Je leur ai dit, j'ai dit à Marine Le Pen et à ses conseillers, rectifiez le tir, en vain pour le moment, fin de citation. Bon. Alors, est-ce que vous maintenez cette position qui est contraire au programme actuel du Front National ? Tout à fait. Je sais bien que Marine a expliqué qu'il fallait 40 annuités dans le cadre de la retraite à 60 ans, ce qui met pratiquement hors de portée de la plupart des gens la retraite à 60 ans. Mais j'ai dit, vous avez fait une erreur de communication fondamentale. C'est l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait expliquer que justement la retraite devait être en quelque sorte prononcée plus tard qu'elle n'était prévue dans la loi, parce que ça correspondait à une évolution démographique absolument incontournable et que nous ne pouvions pas nous payer le luxe d'être démagogues dans ce domaine. Or, je constatais très évidemment que M. Philippot voulait détacher l'axe, enfin modifier l'axe de combat du Front National qui était, me semble-t-il, placé sur les éléments essentiels que sont l'immigration, l'insécurité, le chômage, la dette, qui en découle tout naturellement, et faire des problèmes économiques qui ont certes leur importance, la place que nous avons dans l'Europe où nous sommes ligotés, c'est vrai, et nous avons été dépouillés de nos frontières, nous n'avons pas de souveraineté, ça c'est vrai. Mais la bataille sur l'euro était plus discutable et en tous les cas, politiquement, beaucoup moins payante, si j'ose dire, en termes de électoral que ne l'était l'immigration, l'insécurité, qui était ressentie progressivement par les gens d'une manière très prégnante et qui expliquait l'augmentation considérable du nombre de nos électeurs. Oui, non mais j'ai l'impression qu'au fil de ces 40 années, la ligne politique du Front National a beaucoup changé. Vous avez été chef d'entreprise, Jean-Marie Le Pen. Oui. Et vous avez défendu... D'abord, vous avez commencé votre carrière politique comme député poujadiste en 1956. C'était un mouvement que je qualifierais de national-libéral. Absolument, la défense des commerçants et des artisans. Moins d'impôts, moins d'État, plus de libertés économiques. Bon, et vous êtes resté fidèle, et le Front National avec vous, à ce programme de liberté économique jusqu'à une date récente. On a l'impression que maintenant, c'est l'inverse. Avec Philippot, c'est à gauche toute. C'est à gauche, c'est le colbertisme, c'est l'interventionnisme de l'État. Je ne suis pas totalement hostile à l'État stratège dans un certain nombre de circonstances limitées, mais il est bien évident que de la part de Philippot et de ses amis, parce que il n'y a pas que Philippot, il y a tous ceux qui sont entrés avec lui et qui se multiplient, si j'ose dire, que j'appelle les hétérophobes, n'est-ce pas, et qui qui donnent à notre mouvement une coloration, une expression très différente de ce qu'elle a été pendant des décennies. Alors, est-ce que les électeurs du Front National ne vont pas finir par s'en apercevoir et se détourner du mouvement ? Oh, je crois que si. Et si j'en crois les témoignages que je reçois de toute la France, et que je vais sans doute quand même devoir organiser d'une façon positive, de façon à éviter une dispersion et une désertion du terrain politique par des gens qui pourraient être écœurés par la ligne actuelle. Je pense qu'il va falloir trouver un moyen de les rassembler de façon à ce qu'ils ne se perdent pas et qu'on puisse reconstituer au plus tôt l'unité d'un mouvement qui est absolument indispensable à la survie de notre pays. Jean-Marie Le Pen, je voudrais bien vous comprendre. Est-ce que vous voulez dire que vous allez créer une tendance au sein du Front National, organisée ? Est-ce que vous allez faire scission, créer un autre parti ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Non, je ne vais pas créer un autre parti. Je vais créer avec beaucoup d'amis d'ailleurs, une formation qui ne sera pas concurrente du Front National, mais qui sera une espèce de parachute contre le désastre.
et de façon à recueillir tous ceux qui sont actuellement indignés de la ligne politique suivie, qui sont nombreux, n'ont pas toujours le moyen de se faire entendre, mais ils sont très nombreux, et de façon à peser pour rétablir la ligne politique qui est celle qui a été suivie depuis des décennies. Mais Jean-Marie Le Pen, vous savez très bien que tous ceux qui apparaîtront dans cette formation seront immédiatement exclus par Marine Le Pen et par son bureau politique. Oui, mais vous savez, il paraît qu'il va y avoir un congrès. Oui. Moi, je pense que ce congrès doit être un vrai congrès et pas une opération postale ou un sondage. Et je pense que dans cette opération, pour respecter le parallélisme des formes, moi j'ai été nommé par le congrès de Tours, n'est-ce pas ? Avant même l'élection de Marine Le Pen. J'ai été nommé président d'honneur avec les prérogatives qui y étaient attachées à la suite de la modification d'un de nos statuts, l'adjonction d'un article supplémentaire qui créait justement la présidence d'honneur avec ses prérogatives. Eh bien, je crois que la volonté de M. Philippot et de ses amis, c'est de supprimer cet article et de se débarrasser totalement de Le Pen. Car je voudrais rappeler une chose. Au moment où Marine Le Pen dit il faut que Jean-Marie Le Pen a commis une faute, etc., il ne devrait pas se présenter en tête de liste aux élections régionales de PACA, Philippot déclare la rupture est totale et définitive. Il parle donc comme le patron. Il se considère comme le patron. Et Marine Le Pen, dans le fond, à ses yeux, n'est plus que quelqu'un dont on se sert. Une exécutante. Et là, je vous signale, Jean-Marie Le Pen, à ce propos, il faut libérer Marine. De faire un commentaire, mais justement, les déclarations de ces partisans, des gens de sa coterie, sont très claires. Il parle du parti de Philippot. Il parle déjà du parti de Philippot. Absolument. Et il parle de la stratégie de Philippot. Absolument. Comme si Marine Le Pen n'existait pas. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, le Congrès, qui devra être réuni sous une forme ou sous une autre, aura un choix clair. C'est Le Pen ou Philippot. C'est clair et net. Puisque je suis, moi, écarté et qu'on souhaite le faire dans les semaines qui viennent le plus rapidement possible, eh bien, il faut que les membres du Front National, les adhérents, aient la responsabilité du choix du futur de ce mouvement, dont je dis toujours qu'il est le seul actuellement à pouvoir arracher la France, avec l'aide de Dieu en plus, et de Jeanne peut-être, au désastre qui est promis à notre pays et à notre continent d'ailleurs. Jean-Marie Le Pen, vous êtes un homme politique, mais vous êtes aussi un père. Est-ce que l'attitude de votre fille ne vous crée pas une blessure au fond du cœur ? Bien sûr que si. Alors, ma question est peut-être indiscrète, si vous ne voulez pas y répondre, passons à l'ordre du jour, il y a des sujets politiques. Mais je vais vous dire qu'un certain nombre de Français, dont moi, ont été indignés par ce qu'on qualifie de parricide politique. Oui, c'est sûr que c'est sûr parce que c'est injuste. C'est injustifié. J'aurais commis un crime abominable. Je trouverais normal qu'on se détache de moi, qu'on me chasse, en quelque sorte. Mais dans le fond, j'ai l'impression, vous savez, d'être le bouc émissaire de la Bible. Vous savez, dans la religion juive, au bord du désert, l'Ancien Testament, ouais. On charge un bouc de tous les péchés d'Israël et on le chasse à coups de pied et il s'en va dans le désert mourir avec tous les péchés. Vous donnez des coups de corne, vous. Et moi, j'ai l'impression d'être le bouc émissaire que l'on charge des péchés d'un certain nombre de gens et que l'on veut éliminer. Or, la sagesse, sans doute, devrait me pousser, à mon âge, à me retirer de la bataille, à me dire, après tout, acceptons le destin. Non. Moi, je suis, comme je le disais tout à l'heure aux gens qui m'interrogeaient à votre entrée, je suis un poisson japonais combattant. J'ai l'ADN combattante, si vous voulez. Donc, par conséquent, je me battrai tant que j'en aurai la force. Et la somme des difficultés qui m'accablent me renforce dans la détermination que j'ai
de me battre et d'être fidèle à ceux qui ont fait confiance au Front National. Et je leur demande d'ailleurs de ne pas rester neutres, de se mobiliser, de se manifester, de montrer qu'ils n'entendent pas se faire la loi par un membre par un énarque du ministère de l'Intérieur, tout gonflé d'ambition, ou peut-être même chargé du dynamitage du mouvement national. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie qui ne vous aime pas nous dit « Quelle honte d'accueillir ce facho, vive Marine !» Que répondez-vous à cet auditeur ? Écoutez, c'est signé. C'est un pauvre type. Moi, je lui réponds « Monsieur, vous êtes un pauvre type. » Voilà. Les fascistes étaient des socialistes. Vous ne connaissez pas l'histoire. Vrai. Vous ne connaissez pas l'histoire. C'était des socialistes. Benoît Mussolin. Était là. Voilà. Alors, je veux peut-être demander à Jacqueline, si elle veut bien, de lire les quelques messages des auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, attendez. Vous écoutez Radio Courtoisie, donc le livre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit dans cette première partie Monsieur Jean-Marie Le Pen. Alors, monsieur, vous n'êtes pas sans savoir qu'un détail est une partie d'un tout. Le mot détail ne signifie pas élément secondaire. C'est tout ce que j'ai dit. Un auditeur, bravo pour avoir invité Jean-Marie Le Pen, mais par ailleurs, ne pourrait-on pas inviter Florian Philippot de façon à pouvoir entendre les deux points de vue ? Écoutez, je vais répondre une fois pour toutes à cette observation, pardonnez-moi, mais j'ai déjà dit publiquement, et j'ai écrit que Florian Philippot était invité quand il voulait, il n'a qu'à le demander. Voilà, moi je ne vais pas me présenter à sa porte avec une corde autour du cou pour lui demander la permission de venir chez moi. S'il veut venir, je l'invite, et je le recevrai courtoisement. Voilà. Cela m'intéresse moins que de recevoir Jean-Marie Le Pen, mais je suis prêt à le recevoir. Je pense que ce serait bien que j'ai un débat avec lui, mais je doute qu'il accepte. Les Français, c'est un auditeur, les Français sont avec vous, on vous soutient et ne sommes pas avec Monsieur Philippot. Un auditeur, non une auditrice, pardon. Oui, un auditeur. Bravo, Monsieur Le Pen, pour votre courage face au système médiatico-politique et au nouveau Front National qui, hélas, abandonne tous les points fondamentaux des années 80. Un auditeur à l'ancien patron pêcheur, après avoir essayé différentes mailles de filet, on va pêcher à 3 bateaux avec chacun son filet. Un auditeur, Jean-Marie Le Pen, j'ai toujours voté pour vous et je continuerai toujours à voter pour vous, comme tous ceux qui ont voté pour vous. Et merci à Henri de Lesquen pour vous avoir invité. C'était la moindre des choses, cher auditeur de Radio Courtoisie, franchement. Un auditeur de Radio Courtoisie, Monsieur Jean-Marie Le Pen a eu le courage de déclarer 3 fois sur Radio Courtoisie que dans un conflit, il y a du terrorisme des deux côtés, y compris dans la guerre d'Algérie. C'est courageux et jamais repris par les nostalgiques de l'Algérie française. Un auditeur, les génocides communistes ne sont pas un détail de l'histoire, ils sont inexistants dans l'histoire. Un auditeur, merci pour la présence de Monsieur Le Pen et pour son grand courage face aux forces occultes qui manipulent en sous-main tous ces événements. Après le funeste Philippot, il y a aussi le frère Collard. Que vous avez spirituellement traité d'espèce de collard. Oui. Parce qu'il avait dit des méchancetés sur vous, Jean-Marie Le Pen. Mais quelques semaines auparavant, il avait fait un discours tellement dithyrambique à mon égard dans un dîner de Marignane que j'en étais très gêné, j'en rougissais. Mais ça ne le gêne pas, il est capable de plaider... vous n'êtes pas comme Christian Millot qui... Il est capable de plaider le pour et le contre. Vous ne connaissez pas la formule de Christian Millot qui disait à cette antenne « J'adore les compliments, surtout lorsqu'ils sont excessifs ». Une auditrice de Radio Courtoisie, bravo et merci Monsieur Le Pen pour tout ce que vous avez fait. Gardez confiance car un grand nombre de Français sont avec vous. Une auditrice, j'ai toujours voté pour vous, pour Jean-Marie Le Pen. Ne pensez-vous pas que Monsieur Philippot est un sous-marin destiné à détruire le Front National ? Un auditeur, félicitations pour recevoir Monsieur Le Pen. Vous êtes le plus grand homme politique de ce siècle. On vous suivra. Après l'ayatollah Khomeini, peut-être. On vous suivra. Attendez, de ce siècle, du 21e siècle. L'ayatollah Khomeini est mort au 20e siècle. On vous suivra dans votre nouveau parti, mais je crois que vous ne faites pas un nouveau parti. Non. Vous ne créez pas un nouveau parti. L'association des amis. Voilà. Une structure de transition. Monsieur Le Pen, est-il question de vous réconcilier avec Monsieur Hollande, qui, lui, veut créer
une force nationale véritable. Bien, écoutez, j'ai été hier lui acheter 2 livres au Magenta où il faisait une signature. Je le reçois. Très réussi d'ailleurs. Je le reçois bientôt, Jean-Marie Le Pen, je reçois bientôt Roger Hollande pour son livre. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Ça fait longtemps que ça suffit d'ailleurs, à mon avis. Mais bon. Alors, une question d'une auditrice. Comment expliquez-vous, Monsieur Le Pen, comment expliquez-vous l'explosion des voix en faveur du Front National ? Depuis la nouvelle politique du FN, on a pu constater l'afflux de voix. Comment l'expliquez-vous ? Merci de votre réponse. Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. En pourcentage, le Front National, en effet, en pourcentage, est arrivé premier aux élections départementales et premier aux élections européennes, mais ça n'est pas en voix. Le nombre de voix est resté relativement stable et il n'y a pas de véritable progrès. Il y a beaucoup d'abstentions et je crois que c'est ça, d'ailleurs, un des phénomènes qu'il faudra dominer, maîtriser, parce que si on n'arrache pas plus de la moitié des Français au silence et à la neutralité, eh bien, ça en sera fait de l'avenir de notre pays. Un auditeur de Radio Courtoisie, le 1er mai, les Femen ont fait le salut hitlérien sans provoquer aucun scandale. Comme c'est curieux. Ah oui. Le salut hitlérien ne se fait pas les seins nus, je vous signale. Il faudrait expliquer à cet auditeur que il faut être habillé pour un salut hitlérien. Pour un salut à la romaine, devrait-on dire d'ailleurs. Hein ? Un auditeur, Monsieur Le Pen, ne regrette-t-il pas aujourd'hui d'avoir tout fait pour imposer Marine Le Pen à la tête du Front National alors qu'elle n'en avait aucune légitimité à l'époque ? Alors cette question est importante et j'avais envie de vous la poser, Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, ne regrettez-vous pas le choix que vous avez fait de Marine Le Pen, votre fille, comme successeur ? Écoutez, Marine Le Pen a été candidate au congrès de Tours face à un adversaire très respectable et très, très pesant, qui était Bruno Gollnisch. Elle a été élue, elle n'a pas été désignée. Ce n'est pas l'ordre familial qui s'est imposé. Elle a suivi comment dirais-je, la procédure démocratique normale et elle a été élue par préférence à un candidat excellent, lui aussi, mais qui semblait moins attractif qu'elle. Elle semblait avoir des atouts peut-être d'âge aussi par rapport à son concurrent. Oui, mais alors Jean-Marie Le Pen, moi je vais vous poser une question discrète, mais beaucoup pensent, et j'en fais partie, que votre fille Marine Le Pen n'a pas vos idées, n'a pas les idées nationales, et que vous pouviez le deviner. Elle est en fait de gauche, au sens le plus général du terme. Écoutez, si on considère son discours de l'opéra, discours de Jeanne d'Arc, est un discours absolument identique à celui que je prononçais. Et quelqu'un, d'ailleurs, je crois que c'est M. Perrineau, qui est un spécialiste du Cevifop de Sciences Po, a dit, mais je ne vois pas, si Marine Le Pen veut se dédiaboliser, il ne faut pas qu'elle prononce les mêmes discours que son père. Or, elle a, le 1er mai, prononcé exactement le même discours que son père. En revanche, M. Safran, dans un débat qu'il avait avec Monsieur de Saint-Afrique, a dit, dans le fond, Marine Le Pen a exactement les mêmes idées que son père, sauf sur la Shoah. Ouais. Donc vous pensez qu'elle a les mêmes idées que vous ? Écoutez, jusqu'à présent, il est certain que ses collaborateurs ont tiré le parti vers la gauche. C'est évident, ça. Mais ça, c'est l'action de M. Philippot et de ceux qu'il a placés et qu'il continue de placer chaque jour à des postes clés, et notamment à l'occasion de l'élection de 23 députés européens. Il y a beaucoup de collaborateurs, de jeunes collaborateurs, sortis des pourrissoirs de la République que sont les écoles de sciences politiques, n'est-ce pas, les Sciences Po Lille, Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Aix, etc. Tous ces petits jeunes gens... Sciences Po Paris ? Tous ces petits jeunes gens viennent avec M. Philippot pour essayer d'occuper les places. Et je ne suis pas sûr que Marine Le Pen, aujourd'hui, s'en soit complètement rendu compte et qu'elle se rende compte qu'elle est en fait otage, qu'elle est prisonnière de ce monde. Donc votre position, c'est qu'elle est otage, mais non, qu'elle a les mêmes idées que Philippot. Non, elle n'a pas les mêmes idées. Les fondamentaux seulement. Quand on ne collabore qu'avec une seule personne, elle finit par vous influencer. L'homme a du talent, c'est vrai, il a une compétence technique évidente,
et il est un très bon rédacteur. Il a su se rendre indispensable, parce que peut-être que Marine n'a pas eu la sagesse de justement se choisir plusieurs collaborateurs. Elle a fait confiance à quelques collaborateurs et elle finit par en être prisonnière, bien évidemment. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, est-on autorisé sur Radio Courtoisie à émettre le moindre petit jugement critique à l'encontre de Monsieur Le Pen? Ou est-ce qu'à l'image de son dernier passage dans votre radio, l'émission ne sera que flagornerie ridicule? Monsieur de Lesquen étant un homme intelligent, j'espère qu'il osera se faire le porte-voix des messages allant à l'encontre du discours de Monsieur Le Pen. Il n'y en a pas eu tellement jusqu'à présent, en dehors de cet auditeur infâme qui appelle, il vient d'envoyer un deuxième message, ce salopard, pour demander que le CSA nous sanctionne pour ce que nous avons dit jusqu'à présent. Ah oui. Je ne sais pas si c'est pour ce que vous avez dit, pour ce que j'ai dit moi. C'est honteux, je veux dire, vraiment, c'est la bassesse. J'ai risqué un oxymore récemment sur un message de Twitter, Jean-Marie Le Pen, en disant que les amis de Philippot étaient très forts, avec eux, la bassesse atteint des sommets. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, Monsieur Le Pen a transféré le flambeau il y a maintenant quelques années. Pourquoi renier maintenant le changement de direction politique qui ne pouvait qu'être inévitable et tacitement convenu? Il a eu lieu ce changement, mais ce n'est pas la question. Un auditeur, la parole devrait être aussi à la défense. Monsieur de Lesquen invitera-t-il Marine Le Pen cordialement? Oui, bien sûr, oui. Alors, je ne sais pas si elle acceptera, compte tenu de mes déclarations, mais elle peut venir dans une autre émission de Radio Courtoisie. En tout cas, moi, je la recevrai très volontiers. En 2007, M. Le Pen faisait 10% des voix au présidentiel. En 2011, lors du passage de témoin à sa fille, le parti de Jean-Marie Le Pen n'avait ni mairie, ni département, ni région. M. Le Pen, la politique est-elle vraiment compatible avec la tribune libre, cordialement? Alors là, voilà. Alors là, c'est une question relativement importante. Est-ce que vous avez le droit, président d'honneur, d'avoir une opinion différente de la ligne du parti? Ou est-ce que vous êtes dans la situation, alors la comparaison est abominable, qui était celle de Jacques Doriot, qui disait « Un déviationniste, c'est quelqu'un qui continue tout droit quand la ligne du parti a tourné ». Oui, mais en l'occurrence, il y a eu quelques millions de gens qui ont défilé dans les rues pour la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Il me paraît absolument normal qu'un homme comme moi, qui suis parlementaire, donc payé pour parler, en quelque sorte, donne son opinion, même si elle n'est pas en adéquation totale avec celle de la présidente ou celle de tel vice-président du Front National. C'est cette diversité qui reste dans le cadre de l'action patriotique et nationale qui fait avancer le mouvement. Ce n'est pas un mouvement totalitaire qui est à la botte de celui qui est en quelque sorte le chef d'état-major. Alors, je reviens au texte, Monsieur Jean-Marie Le Pen, je reviens au texte. Le bureau politique du Front National, réuni à Nanterre le lundi 4 mai 2015, a adopté une motion pour vous condamner. Non, pour me désavouer. Pardon. Alors, je lis ceci. Le bureau politique considère que, nonobstant la liberté d'expression, constitutionnellement reconnue, et à laquelle il est attaché, il ne saurait accepter toutes les opinions et que le principe de responsabilité d'une formation patriotique, nationale et républicaine impose à ses cadres, dirigeants ou militants, les mêmes obligations. En conséquence, le bureau politique désapprouve les propos tenus et réitérés par Jean-Marie Le Pen, notamment ceux exprimés dans les colonnes du journal anti-FN Rivarol, contraires à ses valeurs politiques et statutaires, ainsi qu'à l'objet social de l'association. Alors je voudrais que vous m'expliquiez, parce que vous avez certainement des explications, en quoi les propos que vous avez tenus dans Rivarol sont contraires aux valeurs politiques et statutaires, ainsi qu'à l'objet social de l'association, c'est-à-dire qu'à l'objet social du Front National. Ça n'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est à ceux qui m'ont condamné. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit. Alors j'ai vaguement cru comprendre. Alors moi, je vais faire de l'exégèse, puisque vous ne voulez pas le faire pour moi. Vous avez dit que nous étions gouvernés par des immigrés. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, à tout hasard, qu'aux États-Unis, on ne peut pas être élu président de la République si on est né à l'étranger. Qu'en France, jusqu'à une date récente, en tout cas pendant toute la Troisième République, quand on était naturalisé, on avait un stage. Et on ne pouvait pas avoir de mandat électif avant un certain temps. Donc la distinction entre les Français d'attribution, ceux qui sont nés français, et les autres, ceux qui ont acquis la nationalité française, est tout à fait dans la tradition républicaine. Donc c'est ce que vous faisiez à l'égard de M. Valls. Non, je dois dire que j'ai dit que M. Valls
avait exactement les mêmes droits de citoyen que moi. Mais que lui était un Français de 50 ans, moi j'étais un Français de 1000 ans. Pourquoi seulement 1000 ans? Parce que je suis Mais plus vieux que ça. Je suis un Breton, un Français. Les Bretons sont arrivés en Armorique il y a 1500 ans. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, les aïeux ont travaillé, transpiré, ont lutté, sont battus, sont morts pour ce pays, alors que pendant ce temps-là, les ancêtres de monsieur Valls, c'est tout à leur honneur, se battaient pour l'Espagne, c'est-à-dire pour un autre pays. Voilà. Semble-t-il, ses parents étaient plutôt du côté de Franco, d'ailleurs. Oui, il paraît. Et pas du côté des Républicains. Il paraît même qu'ils gardaient le Saint-Sacrement chez eux et qu'on s'agenouillait en passant près de leur maison. Mais il a essayé de le faire oublier. C'est d'ailleurs, je crois, peut-être Dumas, qui lui a donné un brevet de républicanisme espagnol qui me paraît tout à fait abusif. Alors je vais lire cet article de Rivarol du 9 avril 2015, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà ce que dit Jean-Marie Le Pen, qui est interrogé par le journal à propos de Manuel Valls. Vous dites ceci: en 60 ans de vie politique, je n'ai jamais vu un Premier ministre se comporter de cette façon haineuse et hystérique, mettant en accusation une jeune femme députée, il s'agissait de Marion Maréchal Le Pen, représentant le double de ce que représente Valls dans le pays, et l'a traité de manière aussi odieuse, lui assénant avec morgue: vous n'êtes pas la République, vous n'êtes pas la France. Et vous, monsieur Valls, qui êtes-vous? Fin de citation. Voilà. Ça fait partie du débat politique, du combat politique. Alors apparemment, c'est ça qu'on vous a reproché, c'est d'avoir fait une distinction entre les immigrés et les Français, c'est origines. Ça, j'avais souligné que le maire de Paris était d'origine espagnole, que M. Martinez, secrétaire de la CGT, était lui aussi d'origine espagnole. Vous ne parlez pas de Jean-Claude Martinez. Les Espagnols, mais j'aime beaucoup les Français d'origine espagnole. Madame Arnautu, qui a été très courageuse et très talentueuse, n'a pas une goutte de sang français biologiquement, puisque elle est d'une part, elle est roumaine et d'autre part italienne. Donc son père roumain, sa mère italienne. Elle est une patriote française indiscutable, et elle l'a démontré dans les circonstances les plus difficiles, qui sont probablement celles qu'elle a rencontrées au bureau politique du Front National. Alors c'est peut-être ça qu'on vous a objecté, en disant que vous n'aviez pas à faire de distinction entre les Français selon leurs origines. Non, mais bien sûr, mais nous ne sommes pas seulement des citoyens. Il n'y a pas que la Constitution, il n'y a pas que la loi, il y a la culture, il y a ce que j'appellerais l'âme de la France, en dehors de son corps démocratique, si j'ose dire. Il y a son esprit, son âme. Et on vous reproche peut-être aussi des formules que vous avez employées dans cet article. Là, vous avez parlé du monde blanc, je crois. Oui, jusqu'à présent. Est-ce qu'on a le droit de parler du monde blanc? Oui, c'est le continent européen me paraît plutôt habité par des blancs. Encore pour l'instant, en tout cas. Mais il y a 40 ans que j'ai été sans doute un des premiers à souligner l'importance qu'allait avoir la révolution démographique. Le fait que le monde soit passé de 1 à 7 milliards d'habitants en l'espace d'un siècle et demi a et va avoir des conséquences dramatiques, car ce torrent démographique ne s'est pas tari. Au contraire, un chiffre que j'ai déjà cité ici une fois, l'Algérie est passée de 8 à 40 millions d'habitants en 50 ans. Ce sont des gens qui n'ont pas su créer les ressources nécessaires à leur survie et au développement économique de leur pays, et qui n'ont qu'un seul espoir, c'est de venir ici, mais ils croient qu'ici ils vont trouver un bateau de sauvetage, alors que nous sommes déjà le radeau de la Méduse, et que les Français, peu de Français en sont conscients, que ce qui se prépare dans le monde, c'est une explosion de la misère, de la pauvreté, de la surpopulation, et donc un torrent migratoire qui se donne comme objectif uniquement l'Europe des Blancs. Ce sont des Blancs, de Brest à Vladivostok. Moi, je n'ai pas honte d'être un Blanc. Ça, vous êtes carrément de race blanche. Alors écoutez, je sais, Jean-Marie Le Pen, que vous n'aimez pas le général de Gaulle, et vous avez de bonnes raisons pour cela, puisque vous avez combattu pour l'Algérie française. Mais je vais, non pas vous provoquer, mais vous faire réagir sur cette phrase que nous avons évoquée tout à l'heure. J'ai là la citation complète, et je voudrais, parce qu'elle vous donne raison. Oui. Et c'est de Gaulle qui parle. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre
que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Fin de citation. Est-ce que vous souscrivez à cette déclaration que j'allais dire Jean-Marie Le Pen, que Charles de Gaulle a fait à la perfite? Tout à fait, et pendant 1 minute, j'ai été un gaulliste total. Sachant que, ce qui vous donne raison, Oui, parce que je suis parti du monde blanc, à condition qu'il reste une petite minorité. Justement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr, mais ce n'est non, plus le cas. Ça le d'ailleurs, redeviendra peut-être, mais ça ne l'est plus. Non, on sait bien d'ailleurs que dans la volonté que l'on peut avoir d'assimiler des étrangers, souvent de haute qualité, qui viennent chez nous ou que nous acceptions comme réfugiés, il y a un problème de proportion de population et que seuls, s'ils sont trop nombreux, ils ne sont pas assimilables. Or, la volonté que nous avons, notre volonté, c'est une volonté d'assimilation. Nous souhaitons que les citoyens français soient français complètement, même s'ils viennent d'ailleurs. Et je dois rappeler quand même à ceux qui l'ont oublié que mon deuxième de liste aux élections, la première fois que j'ai été élu député, il y a 60 ans, était un noir. C'était le commandant Roger Sauvage, commandant de Nord-Est du Yémen. J'ai été le premier homme à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957, le premier à faire élire une musulmane conseillère régionale d'Île-de-France en 86. Donc j'ai montré la volonté qu'ils ont, mais c'était une volonté assimilatrice. C'était pour qu'ils soient des Français comme moi. Et j'ai bien compris que s'ils arrivaient trop massivement, ils étaient tout naturellement conduits à se regrouper dans des communautés qui leur interdiraient physiquement, matériellement et psychologiquement de s'intégrer à la nation française. C'est ce que j'avais prévu qui s'est produit, hélas. Et qui ne cesse de s'aggraver. Une auditrice de Radio Courtoisie, Jean-Marie Le Pen, nous dit ceci. Que faudra-t-il faire lors des prochaines élections? Donc, j'imagine d'abord les régionales en décembre 2015, puis la présidentielle en mai 2017. Faudra-t-il ne plus voter Front National? Quel sera le candidat opposé à la gauche? L'auditrice a toujours voté Front National et s'inquiète de l'avenir. Que répondez-vous à cette auditrice de Radio Courtoisie? Jusqu'à présent, il faut voter Front National. Je crois que ce qu'il faut essayer, c'est de corriger les erreurs qui ont été commises à l'intérieur de notre propre camp et rétablir un équilibre qui soit acceptable par les électeurs du Front National, et par les militants qui se sont battus depuis des décennies pour essayer ex nihilo de créer un mouvement qui soit contestataire de ceux de la décadence. Alors, une auditrice qui assure la permanence du Front National quelque part à Paris vous envoie de tendres salutations, vous disant qu'elle vous soutient inconditionnellement. Parlons élections. Il y a donc en décembre les élections régionales qui se font avec un mode de scrutin particulier, proportionnel à 2 tours, qui ressemble un peu au municipal, à celui des municipales. Vous avez renoncé à être candidat. Est-ce que vous êtes toujours dans cette attitude ou bien est-ce que vous avez renoncé à la renonciation? Oui, non, j'ai renoncé à être candidat. Ça m'a été demandé par la présidente du Front National, même si je trouvais que c'était une décision injuste. Je l'ai respectée. Je me suis tenu à un silence médiatique total pendant 1 mois. Je n'ai fait aucune déclaration, pratiquement. Sauf à Radio Courtoisie. Comment? Vous êtes allé chez Gérard Marin à Radio Courtoisie. Oui, mais bien sûr, de très rares exceptions. J'ai voulu marquer, en quelque sorte, mon obéissance à la direction du mouvement. Il n'en a été tenu absolument aucun compte. Au contraire, ça a dû être considéré comme une preuve de faiblesse. Et comme ça s'accompagnait d'un certain nombre de difficultés que je rencontrais, l'incendie de ma maison, la blessure que j'avais contractée à cette occasion, etc., un certain nombre de problèmes comme ceux-là, eh bien, on a pensé que c'était un moment de faiblesse et qu'on allait pouvoir faire ce qu'on n'avait pas osé faire jusqu'à présent. C'est-à-dire que les chacals se précipitent sur le lion lorsqu'il est malade. Alors cela dit, oui, absolument.
Mais même l'âne vient donner son coup de pied. Oui, c'est La Fontaine qui le dit. Absolument. Ouais. On pense à La Fontaine, mais évidemment. La Fontaine a tout dit, vous savez. Ouais, notamment, il a prévu ça. Ouais. La Fontaine. Mais vous êtes quand même énergique, justement. Ils ont présumé de votre faiblesse. Oui, sans doute. Enfin, ce qu'à Dieu plaise. Parce que j'ai quand même été assez durement frappé, et je le reste encore d'ailleurs par la blessure que j'ai eue lors de l'incendie de la maison, et qui est quelque chose de durable, et on m'a dit que c'était douloureux et durable. Bon, en conséquent, je me suis résigné à ça. Mais je ne me laisserai pas faire quelque chose d'injuste pour mon pays, et je considère que la situation peut être rétablie, mais je crois qu'il faut rétablir dans le mouvement une véritable démocratie. La démocratie n'est pas toujours condamnable. Sur les élections, elle sert à échanger les idées, à confronter les idées, et je crois que c'est malheureusement parce que on a laissé un petit groupe de prédateurs coterie, je dis, s'emparer de l'appareil, qu'on a actuellement une situation qui peut devenir catastrophique. Le terme de coterie que j'emploie volontiers vous convient-il, ou bien trouvez-vous trop offensif? D'autres disent mafia, d'autres disent camarilla. Il y a beaucoup Alors, d'adjectifs, encore un mot, de substantifs, pardon, pour qualifier ça. Encore un mot, Jean-Marie Le Pen, pour les élections régionales. Marion Maréchal Le Pen, votre petite fille, doit-elle selon vous se présenter comme tête de liste dans ces élections? Elle hésite, semble-t-il. Marine Le Pen doit-elle se présenter dans le Nord Pas-de-Calais, dans le Nord Pas-de-Calais-Picardie? Voilà, deux questions précises. Quel est votre avis politique sur la question? Il y a 2 mois, je pensais que nous étions en mesure d'enlever 2, 3 ou 4 régions aux socialistes. J'en suis moins sûr maintenant, mais en toute hypothèse, il faut que Maréchal Le Pen se présente en tête de liste aux élections régionales PACA. Et je pense que Marine Le Pen devrait aussi le faire dans le Nord, faute de quoi nous ne prendrons aucune région. Même si aujourd'hui, cet espoir est fallacieux. Alors commençons par une question hostile d'un auditeur de Radio Courtoisie. Lisez d'abord cette question. J'aimerais que vous réagissiez nettement. Oui, alors les propos tenus ce soir par M. Le Pen sont des propos de division du FN. Il sacrifie à son orgueil l'élan national développé par Marine Le Pen. On ne peut pas avoir le même discours lorsqu'on vise de rassembler la majorité des Français et lorsqu'on a un objectif qui reste minoritaire. En conclusion, malgré tout, ce que les Français lui doivent aujourd'hui, M. Jean-Marie Le Pen mérite d'être exclu du FN. Que pensez-vous de cette opinion? Il y a des gens qui pensent ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Je pense que les amis de M. Philippot, en particulier, pensent comme la personne qui s'est exprimée là. Oui et non, parce qu'ils ne vous tiennent aucune reconnaissance, ils n'ont aucune reconnaissance pour vous de ce que vous avez fait. Ah non. Là, quand même, c'est une personne qui, à mon avis, se trompe, mais qui rend hommage à votre action jusqu'aujourd'hui. Oui, voilà. Je n'ai pas changé d'idée. Moi, je suis toujours sur la même ligne. Alors, croyez-vous, c'est douloureux de vous poser cette question, mais croyez-vous vraiment que Marine Le Pen puisse tirer un bénéfice politique du parricide ou de l'exclusion qu'elle prononce? Je ne crois pas. Je crois que... Indépendamment de la question morale, si du point de vue politique. Si on persistait dans cette ligne-là, sans doute on aboutirait à l'effondrement intérieur du mouvement parce qu'il repose... C'est une structure bénévole. Les militants sont des bénévoles et ce sont eux qui tiennent le mouvement. Et ce sont eux qui sont touchés au cœur et à l'âme par ce qui arrive. Ont-ils le sentiment que c'est au fond une opération nécessaire de dédiabolisation? Marine Le Pen, pour être acceptée par les médias, doit se débarrasser de son père, ou bien vont-ils se dire que c'est une trahison par rapport au principe du Front National? Voilà la question. J'étais en désaccord avec Marine sur le terme même de dédiabolisation. Il est bien évident que ce n'est pas nous qui nous diabolisions. C'est l'environnement politico-médiatique qui nous diabolisait. Et pour se dédiaboliser, il fallait se rapprocher d'eux. Et par conséquent, donc quitter la ligne d'opposition
créatrice qui était la nôtre. Il fallait l'emporter sur eux et non pas négocier en quelque sorte de notre réintégration dans le circuit républicain, démocratique, médiatique. On serait tout de même autorisé à faire un certain nombre de choses si on se séparait du symbole que j'étais, volens nolens. J'étais le symbole d'une certaine irréductibilité à l'égard de la décadence, à l'égard de ses méthodes et de ses moyens. Et je pensais j'ai toujours dit, j'aime mieux être battu sur mes idées qu'élu sur celles de mes adversaires. Je ne veux pas, personnellement, que le Front National devienne comme le mouvement de Fini, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'aile droite de la majorité, de façon à ce que M. Philippot et quelques autres deviennent ministres, ceux dont je me fiche éperdument. Surtout que cette expérience italienne, il faut le dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, Jean-Marie Le Pen, elle a mal fini, si vous me permettez ce jeu de mots. Oui. Parce que Monsieur Gianfranco Fini, qui avait commencé à droite et qui était classé à l'extrême droite par les médias du système, en Italie, a fini dans le triangle des Bermudes du centre. Il n'est plus rien. Oui, il pèse 2%. Il a totalement disparu et c'est probablement ce qui se passerait si le Front National continue. Alors je vous signale quand même, vous allez apprécier que, et je pense que Marine Le Pen appréciera, et il faut qu'on le lui dise, cet auditeur philippotesque qui vous avez injurié nous envoie maintenant 2 courriels. Le premier, c'est Jean-Marie Le Pen est un détail de l'histoire, et le second, c'est Philippot président. Voilà. Donc voilà, là tout est clair. Merci de cet aveu, cher monsieur. J'espère que ce sera transmis à Marine Le Pen. Les ambitions de Philippot, qui dépassent largement ses capacités à mon humble avis, sont absolument claires. Alors j'ai demandé peut-être à... Oui, vous êtes sur Radio Courtoisie. Non, vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Je rappelle que nous sommes à la radio de la langue française, alors autant parler français. Le libre journal d'Henri de Lesquen qui reçoit pour cette première partie Jean-Marie Le Pen. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, Monsieur Serge Moati, a déclaré à la télévision que Jean-Marie Le Pen faisait tout pour ne pas arriver au pouvoir, contrairement à Marine Le Pen qui veut arriver au pouvoir. Que pense Monsieur Le Pen du président du CRIF, disant que Marine est irréprochable dans sa pratique et ses propos. Dans sa politique et ses propos. Alors arrêtons-nous là. Jean-Marie Le Pen, voulez-vous répondre? Oui, on pourrait s'arrêter là, parce que M. Moati est un socialiste. Et M. Moati a son jugement sur Jean-Marie Le Pen, qui n'est pas le jugement d'un ami politique, même s'il a été reçu courtoisement, et je dirais même un peu plus que cela, par le mouvement pendant 25 ans. Il m'a quitté en me disant « Adieu Le Pen », je lui ai dit « Au diable Moati ». Voyez Vinel vous poindra, je vous ferai remarquer. Oui. Et un auditeur, le titre de Charlie Hebdo, Crève Le Pen, c'est une honte, même si l'on n'est pas d'accord et on ne dit pas ce genre de paroles. Alors je vais vous interrompre parce que nous avons, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un message important à vous faire entendre pour la fête de la courtoisie du 14 juin. Dimanche 14 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 14 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Retenez, dimanche 14 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur de 2014 ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Bien, oui, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute de la radio de la liberté. Les radios libres ont été créées par François Mitterrand en 1981. Oui, c'est bizarre, mais c'est ainsi. Eh bien, il ne reste plus qu'une seule radio vraiment libre, Jean-Marie Le Pen, c'est Radio Courtoisie. C'est la seule où on s'exprime librement, et c'est une liberté à double détente. D'une part, notre radio est entièrement libre financièrement, puisqu'elle ne dépend que des auditeurs, il n'y a pas de ressources publicitaires, nous les refusons pour rester indépendants. Et deuxièmement, chacun des 74 patrons d'émission
est libre et indépendant dans son libre journal, dans sa libre émission. Je ne donne pas d'instructions aux 73 autres. Et moi, évidemment, pour ma propre émission, j'ai beau être président de la radio, je revendique pour moi la liberté que je reconnais aux autres. Donc nous sommes une radio vraiment libre, ce qui me permet d'avoir le bonheur de vous recevoir et de vous écouter expliquer la crise du Front National et peut-être aussi ce qu'elle a comme conséquence. Il faudra en parler aussi pour la France elle-même, parce qu'au fond, le Front National, les partis politiques ne sont que des instruments au service de la patrie. Enfin, ils devraient être des instruments au service de la patrie. Alors je vous invite, chers auditeurs, donc à nous rejoindre le dimanche 14 juin. Jean-Marie Le Pen n'a pas écrit de livre récemment, mais j'espère qu'il nous fera le bonheur de venir nous saluer s'il a le temps le dimanche 14 juin, de venir porte de Champéret. C'était pas très loin de là où vous habitez, à Rueil, je crois, ou à la Selle Saint-Cloud. Moi j'habite la Selle Saint-Cloud. Depuis l'incendie de votre maison, c'est ça? J'ai été chassé de Rueil. Par le feu, ouais. Alors, continuez à lire les messages des auditeurs. Il faut donner la priorité aux messages. Un auditeur se plaint de ce que M. Philippot n'est pas à la hauteur lorsqu'il s'exprime à la télévision. Cet auditeur est au FN depuis 30 ans. Il est affligé de ce qui se passe au FN. Un auditeur de Radio Courtoisie, M. Le Pen est un des derniers hommes libres en France. Un auditeur, Marine Le Pen, ne tardera pas à s'apercevoir de l'erreur qu'elle a faite de vouloir évincer son père. Les sympathisants sont ulcérés et cela se retrouvera dans les urnes. Monsieur Le Pen, vous n'êtes pas négationniste, vous êtes détaillonniste. Détaillonniste, c'est une jolie expression, ouais. Mais moi, j'aime pas l'expression négationniste. Les historiens révisionnistes sont mis en prison parce qu'il y a une loi liberticide qui interdit de parler librement de questions historiques. Je dois dire, permettez-moi de donner une opinion personnelle, ça nous fait un peu sortir du sujet, mais je ne devrais pas. Mais je ne conteste pas le génocide arménien. Mais pourquoi diable les États reconnaissent-ils le génocide? Qu'ils les commémorent, je veux bien. Mais on n'a pas à les reconnaître. Ce sont les historiens qui doivent débattre des sujets historiques. Ce n'est pas à l'État de dire quelle est la vérité historique. C'est un péché contre l'esprit, c'est une monstruosité intellectuelle de vouloir que l'État écrive l'histoire. Laissons les historiens en débattre. Continuez. Un auditeur de Radio Courtoisie. Êtes-vous d'accord avec ce point? Oui, bien sûr. Cher Président, c'est toujours un plaisir de vous entendre avec toute l'affection que nous avons pour vous. Nous aimerions toutefois vous demander comment il se fait que vous n'ayez pas flairé que Marine modifierait ou en tout cas essaierait de modifier l'orientation du Front National. Nous, simples adhérents, nous l'avions compris et souhaitions que M. Gollnisch soit président. N'avez-vous pas votre part de responsabilité car votre appui a été capital pour la prise de pouvoir de votre fille? Bien sûr, c'est vrai. Mais moi, j'ai essayé d'associer à toutes mes initiatives Bruno Gollnisch, qui est un excellent ami, et je souhaitais d'ailleurs faire équipe avec lui en PACA, et je souhaitais que ce soit lui qui dirige la région. Je n'en avais pas le goût, et contrairement à ce que dit monsieur Moatti, bien sûr, j'espérais qu'un jour nos idées arriveraient au pouvoir, mais comme je n'avais jamais fait plus de 18%, je savais que c'était un objectif. Lointain. Ça n'était pas, oui, forcément lointain. Nous n'étions pas aux portes du pouvoir. Un auditeur de Radio Courtoisie, pourquoi saboter le parti que vous avez construit? Un bon chef doit savoir transmettre. Un autre auditeur de Radio Courtoisie, la seule question qui se pose est de savoir si vous pouvez sacrifier votre ego pour l'avenir de la France. Dans le cas contraire, préparons-nous à 50 ans d'âge sombre. Alors on vous demande, ces auditeurs marinistes vous demandent de vous sacrifier, oui, donc de renoncer à donner votre point de vue. Oui, mais je ne comprends pas très bien ça, parce que ou bien je n'ai aucune importance, parce que quelle que soit mon opinion, ça n'influera pas sur le destin de la France, ou bien mon opinion a de l'importance, et je ne vois pourquoi elle ne serait pas non plus prise en considération, et pourquoi on considérerait que quelqu'un qui se bat depuis 60 ans dans la même ligne se tromperait, alors que des gens qui viennent de débarquer de leur ministère ne se tromperaient pas. Continuez, Jacqueline. Beaucoup de Français sont écœurés des magouilles du nouveau FN pour vous éjecter. De nombreux électeurs du FN n'iront pas filipoter lors des prochaines élections. Courage, mais cela ne vous a jamais manqué. Oui, alors je voudrais dire sur ce point, Jean-Marie Le Pen, que vous avez peut-être des défauts, chacun en a, mais vous avez de grandes qualités et vous avez surtout le courage. Je crois que votre courage est admirable et je vous le dis franchement, il est à un point très remarquable.
Voilà, très, très, très remarquable. Merci du compliment. Mais il vient du fond du cœur. Le courage est une qualité malheureusement peu répandue en France et vous êtes un exemple de courage. Vous vous souvenez du dernier mot de Cameron, la vie plutôt que le courage abandonna ses soldats français. Alors, oui, Cameron, pour les Français, c'est le souvenir d'une défaite glorieuse. Pour les Anglais, c'est le nom d'une victoire. Les Mexicains. Oui, mais pour les Anglais, c'est le nom d'une victoire électorale. Oui, absolument. C'est vrai. Nous allons parler tout à l'heure des élections britanniques. Nous allons fêter cette année, le 18 juin, très peu de temps après votre réunion, la défaite de Waterloo. C'est le 200e, je veux dire que 200e anniversaire. Je ne vais pas la commémorer, en tout cas pas la célébrer. Vous vous souvenez ce qu'avait dit? C'était, je crois... oui, je me souviens des mots de Cambronne, c'est ce que vous voulez dire. C'était... comment s'appelle-t-il? Malaparte, Curzio Malaparte, qui disait... Curzio Malaparte. Curzio Malaparte, écrivain on lui italien. disait, mais qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été Bonaparte? Il dit, mais écoutez, je crois que j'aurais perdu à Austerlitz et gagné à Waterloo. Est-ce que vous avez envie de dire le mot de Cambronne à votre fille, Jean-Marie Le Pen? Comment? Est-ce que vous avez envie de dire le mot de Cambronne à votre fille? Non. Je suis attristé de cette situation. Je pense que Marine Le Pen a une grande valeur. C'est quelqu'un qui a de qualité et qui supporte une responsabilité écrasante. On n'a pas idée tout à fait de ce que c'est. Est-ce qu'elle est à la hauteur? Ah, c'est le problème, c'est que... Est-elle à la hauteur? Il faut aussi qu'on l'aide à ça. On a peut-être laissé seul un petit peu face à ses collaborateurs. A-t-elle la vision? Il suffit de lire votre entretien d'Henri Varol, et je conseille aux auditeurs de Radio Courtoisie d'ailleurs de se procurer ce numéro, qu'on peut se procurer par Internet. C'est Rivarol du 9 avril 2015, où on trouvera donc l'article de Jean-Marie Le Pen, 2 grandes pages de Rivarol. Eh bien, vous avez une vision. Vous avez une vision de la France, vous avez une vision du monde. Jean-Marie Le Pen, est-ce que votre fille est à la hauteur de cette vision? Je le souhaite, parce que si elle ne l'est pas, personne d'autre ne le sera dans l'état actuel des choses. Il nous reste très peu de temps avant les échéances dramatiques. Et par conséquent, 2017 me paraît, moi, être une échéance capitale. Il faudrait encore que le camp national soit uni dans sa bataille pour l'emporter sur les forces de décadence qu'ont été le socialisme et l'UMP et ses partisans. Voilà, nous n'allons pas avoir de nouveau M. Sarkozy et de nouveau M. Hollande. Je pense que si Marine Le Pen retrouve les chemins de la liberté de penser, et si elle est capable de prendre des responsabilités autres que celles qui lui sont suggérées par de mauvais conseillers, je crois que tout est encore possible. Alors, Jean-Marie Le Pen, un auditeur de Radio Courtoisie, vous met en cause en pensant que l'évolution de la ligne du Front National remonte au moins à 2007, c'est-à-dire votre dernière candidature à la présidentielle, où Marine Le Pen était votre directrice de campagne, et vous avez eu ce fameux discours d'Argenteuil. Et cet auditeur dit, pourriez-vous nous éclairer sur votre déclaration d'Argenteuil du 6 avril 2007 ? Oui, non, je ne regrette rien. Je me suis efforcé de trouver les chemins qui pouvaient conduire au succès de notre pays, et n'en négliger aucun. Et je pense qu'il faudra un concours de bonne volonté, de différentes origines, pour que notre pays s'arrache au sort désastreux qui lui est promis. Permettez-moi de terminer en tous les cas. Il y a quelques questions d'auditeurs encore. De dire ceci, qui est un vers de Brasillac, qui est « Le passé fut si beau, en somme, qu'il ne faut blâmer le destin ». Le passé fut si beau, en somme... Le passé fut si beau, en somme qu'il ne faut blâmer le destin. C'est beau, ouais, c'est un vers. Ouais. C'est très beau, c'est dans le Testament. Ouais. Alors continuez, Jacqueline, à lire les messages des auditeurs de Radio Courtoisie. Il nous dit pourquoi le Front National, c'est un auditeur, pourquoi le Front National est pour l'avortement. Si le FN était contre, il gagnerait des voix. Si le Front National était contre l'avortement, pour l'abrogation de... On nous dit que le Front National est pour. La loi Simone Veil de 1975 qui a légalisé l'avortement.
Quelle est la position du Front National sur l'avortement ? Voilà, je crois qu'elle est ambiguë, comme dans chez beaucoup de nos concitoyens. C'est une question très difficile, mais il est certain que nos peuples occidentaux d'Europe sont frappés par le phénomène de la dénatalité et que la libéralisation générale de l'avortement a certainement eu une conséquence dramatique sur le destin de nos peuples, c'est sûr. Mais on peut toujours annuler une loi. Ce qu'il faudrait, c'est encourager la famille, comme essaye de le faire, d'ailleurs, je dois dire, M. Poutine en Russie. Mais vous savez comme moi que les phénomènes démographiques sont des phénomènes extrêmement lourds, extrêmement difficiles à retourner, et que il y a une prise de conscience, je dirais, vitale que notre peuple doit avoir s'il veut survivre. Il ne peut pas survivre, on ne peut pas faire survivre la France sans Français. Et s'il n'y a plus de Français en France, bien d'autres viendront qui occuperont notre pays. Alors nous allons, dans les quelques minutes qui nous restent, Jean-Marie Le Pen, lire en rafale des messages d'auditeurs de Radio Courtoisie. Alors vous pouvez prendre effectivement vous pouvez prendre si vous voulez des notes pour répondre à ces questions qui vous paraîtront les plus intéressantes. Bonjour Jean-Marie Le Pen, Florian Philippot est un malin. Dans ses dernières interventions médiatiques, il a musclé son discours sur l'immigration pour rassurer son monde. Il a même plusieurs fois parlé à plusieurs reprises d'identité, ce qu'il n'avait jamais fait, sincère ou entourloupe. Un auditeur d'un mouvement nationaliste. Salut Jean-Marie Le Pen, qui est l'espoir des nationalistes français et européens, avec qui nous étions hier pour l'hommage à Jeanne d'Arc. Un auditeur, Monsieur Le Pen, que pensez-vous du Parti de la France de Karl Lang, qui reprend la ligne du Front National Canet historique et qui rassemble beaucoup de vos amis, de vos anciens amis, comme Jean-Pierre Revaux, Roger Hollande, Martine Le Hideux, Ferdinand Le Rachinel. Un message un peu long, donc je ne pourrai lire que le début, d'un auditeur morbihanais, électeur du Front depuis 1984. Je suis perplexe face à l'évolution récente de la ligne politique du Front National, notamment avec les funestes Philippot et Alliot, qui vous ont insulté. Un auditeur, j'ai souvent voté pour vous. Cependant, selon moi, Jean-Marie Le Pen, l'apport au Front National d'un ancien élève de l'ENA, en l'occurrence M. Philippot, a été remarquable. Sa rhétorique est efficace face aux médias. Il a fait monter le pourcentage d'adhésion chez les fonctionnaires. Un auditeur, Jean-Marie Le Pen est-il favorable à une grande politique nationale de réémigration, c'est-à-dire l'inversion des flux migratoires ? Êtes-vous favorable au départ des immigrés ? Il y a d'autres questions peut-être à réaliser en rafale. Alors, bonsoir Monsieur Le Pen, je vous ai toujours soutenu, mais je dois reconnaître que l'apport d'un énarque, en l'occurrence Monsieur Philippot, a été très favorable à l'expansion du mouvement chez les fonctionnaires. Je viens de la lire. Je viens de la lire, c'est un double. On nous l'a donné 2 fois. Non, arrêtez-vous. C'est pas la première fois qu'il y a des énarques au Front National. Je viens de lire cette question. À un moment donné, il y en avait même plusieurs. On l'a imprimé 2 fois. Continuez. Non, c'est autre chose. Non, c'est le même. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, il est louable d'avoir des convictions, mais lorsque l'on veut passer au pouvoir, il faut une majorité. Majorité qui ne pourra peut-être être atteinte, qui ne pourra jamais être atteinte suite à une division du peu d'électorat que vous rassemblez. Monsieur Le Pen, un auditeur, vous êtes un homme d'exception avec vos qualités et vos défauts. Vous restez pour nous tous le père de la patrie. Alors arrêtons-nous là, parce que nous n'avons plus le temps de lire les questions. Je voudrais que Jean-Marie Le Pen répondit aux questions qui ont été posées. Est-ce que vous êtes le père de la patrie ? Oui, non. C'est un beau titre. C'est un très beau titre que je ne mérite certainement pas. Mais je suis le fils de la patrie. Vous êtes en tout cas par votre courage. Je suis un pupille de la nation. Permettez-moi de le dire, et ce n'est pas de la flagornerie, que vous n'êtes peut-être pas le père de la patrie, mais vous êtes un héros de la patrie. Oui, écoutez, par votre courage, inflexible. J'ai surtout la vertu d'espérance, parce que beaucoup de raisons objectives pourraient nous conduire aujourd'hui à désespérer. Et c'est justement en cela que nous devons être différents. Et bien souvent, en m'excusant de me citer, je dis à mes auditoires, bon, écoutez, d'un côté, il y a l'Europe, c'est 700 millions d'habitants, 45 ans d'âge moyen, 1,4 enfants par femme. En face, 6 milliards, âge moyen 20 ans, taux de reproduction 4 à 5 enfants par femme. Par conséquent, sur le papier, théoriquement, c'est perdu. Mais nous sommes dans un pays, nous sommes un peuple qui a une longue histoire, qui a connu des moments quelquefois providentiels, des moments quelquefois de sursaut humain,
tel qu'il s'est arraché à son désespoir et à sa destruction. C'est par conséquent plein d'espérance que je me bats contre toutes les apparences, contre tout ce qui est probable. Toutes les probabilités nous sont hostiles. Et cependant, nous devons conserver l'espoir de gagner, de faire triompher notre pays, de faire survivre notre pays et notre peuple, et il le mérite. Est-ce que cet article du 9 avril 2015 de Rivarol, ce grand article, représente à vos yeux un testament politique, Jean-Marie Le Pen ? Non. C'est un interview simple, consenti à un journal qui ne m'était pas particulièrement favorable au départ. Non, mais peu importe le support. C'est le contenu dont je parle. Là, c'est pas du contenu. Non, ce n'est pas un testament. D'abord parce que je n'ai pas encore fait mon testament. Je n'ai pas l'intention de mourir tout de suite. Et ce qu'à Dieu plaît. On fait le testament avant de mourir, en principe. J'espère continuer. On peut le faire très tôt. Non, je suis en train actuellement de rédiger mes mémoires. C'est très difficile parce que j'ai vécu trop longtemps et c'est très long. Mais vous avez une mémoire d'éléphant. Oui, enfin j'ai une assez bonne mémoire encore, mais ce que je crois, ce que je voudrais dire, c'est que c'est la volonté, c'est le courage, c'est l'abnégation, c'est la persévérance, c'est la ténacité qui assure la survie, qui assure les victoires. C'est quelquefois très amer, il faut savoir dominer ses passions, quelquefois ses déceptions, et puis continuer à espérer parce que on aime. Mais Jean-Marie Le Pen, nous aimons notre pays, Jean-Marie Le Pen, nous aimons notre peuple, et nous nous aimons autant que possible les uns les autres, y compris ceux de notre famille. Jean-Marie Le Pen, mais que répondez-vous à cet auditeur qui vous dit, mais je suis d'accord, vos convictions sont les bonnes, elles sont pures, elles sont bonnes, mais pour arriver au pouvoir, il faut les mettre de côté. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais attendez. Mais vous n'avez pas vraiment répondu. Non, mais il faut est-ce qu'il faut abandonner ses convictions ou les mettre de côté pour arriver au pouvoir ? Il ne faut pas confondre la doctrine du mouvement qui naît des congrès et la campagne électorale du candidat soutenu par le mouvement, qui par définition, lui, a la nécessité de faire plus de 50% et qui par conséquent doit élargir la base ça n'est plus la doctrine du front, c'est une doctrine de candidat à la présidence de la République. Et c'est peut-être de là que naît la confusion, l'ambiguïté entre les deux notions. La doctrine du Front National et le programme de la candidate à la présidence. Voilà, sans doute c'est là que se situe la différence. Le programme est évidemment plus large que la doctrine du Front, mais la doctrine du Front doit être celle qui est fixée par ses congrès, par la réflexion, par le vote de ses militants. Jean-Marie Le Pen, l'élection présidentielle dans la Ve République est le moment crucial de la vie politique. C'est elle qui détermine l'orientation politique qui suit pour plusieurs années. Vous avez été plusieurs fois candidat. La première fois, je me rappelle, 74. En 1974. 0,74. Vous aviez encore le bandeau sur l'œil. Oui. Vous avez encore le bandeau sur l'œil. Le bandeau de pirate, disait-on à l'époque. Si on peut dire, oui. Et la dernière fois, c'était en 2007. Bon, vous ne serez pas candidat, j'imagine. 10,4%. Vous ne serez pas candidat, j'imagine, non. En 2017. C'est peu probable. C'est peu probable. Marine Le Pen le sera très certainement. Voterez-vous pour Marine Le Pen à la présidentielle ? Oui, si la ligne est celle du Front National, sûrement. Ah, c'est ainsi. Oui, ben si, tout de même, il faut que la candidate représente ce que je pense. Parce que si elle est très éloignée de ce représente-t-elle actuellement ce que vous pensez ? Écoutez, je ne sais pas très bien ce qu'elle pense, en vérité. Donc, j'attends qu'elle précise sa pensée et qu'elle choisisse un peu entre son père et Philippot, voilà. Alors, alors là, je vais faire pour l'instant, elle semble... Je vais faire le journaliste du système. Est-ce que, en vous tendant un piège gros comme une maison, est-ce que ça veut dire que vous faites du chantage auprès de Marine Le Pen ? Non, ce n'est pas du chantage, c'est une condition. Je pense que j'ai raison, évidemment. Je crois que Marine, j'aimerais la convaincre que c'est la voie que j'ai tracée et suivie pendant des années, qui est celle qui doit conduire à la victoire utile. Parce qu'il ne suffit pas de gagner les élections. Il faut être aussi en mesure de faire une politique qui soit capable d'arracher le pays à sa décadence. Et cela, on ne peut pas transiger sur le fondamental, sur les fondamentaux, si vous voulez. Et vous craignez,
Alors là, je vais être encore plus perfide. Est-ce que ça veut dire que vous craignez Jean-Marie Le Pen, que peut-être sous l'influence du funeste Philippot, elle finisse par abandonner les principes qui font l'identité du mouvement? Je le crains. Donc il y a un risque pour vous de... Il y a la tentation de se pencher vers la montagne au ski, alors qu'il faut se pencher au contraire vers le vide. Est-ce qu'on peut parler de trahison? Est-ce que votre fille Marine Le Pen, après avoir trahi son père, trahirait les principes du mouvement qu'il a fondé? Non, elle n'a certainement pas cette conscience. Mais est-ce qu'elle peut le faire objectivement? La trahison. Ce que je crois, c'est qu'elle peut en effet se tromper ou être trompée, et je crois que c'est notre devoir d'essayer de la protéger des erreurs qu'elle pourrait commettre si elle se laissait aller exclusivement au conseil de M. Philippot et de sa petite mafia. Donc, j'ai l'impression que vous êtes, enfin, les auditeurs de Radio Courtoisie ont certainement l'impression que vous êtes un père au grand cœur. Vous avez été blessé par les attaques de votre fille, mais vous lui ouvrez encore les bras en lui disant que vous voulez la protéger contre son entourage. Oui, et que je veux surtout protéger la présidente du Front National, pas seulement ma fille, parce qu'elle a en quelque sorte notre destin en partie entre les mains, et il est essentiel qu'elle ait un succès, mais un succès qui repose véritablement sur des bases de reconstruction de la nation. Parce que si c'est du monde purement électoral, ça n'a pas d'importance. Il faut que la France prenne conscience des valeurs qui ont fait son histoire et qui doivent assurer sa survie. Si ça n'est pas cela, la base du succès, la victoire ne servirait à rien. Pensez-vous qu'il y a une chance que Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle de 2017, Jean-Marie Le Pen? Pour cela, il faut d'abord réunir le mouvement national, alors qu'il est actuellement fissuré, il faut le dire. Il faut absolument, non seulement recoller les morceaux, mais aussi agrandir son audience par le dynamisme. Oui, mais pas seulement, Jean-Marie Le Pen. Dans les élections à 2 tours, que ce soit pour les départementales, pour les législatives ou pour la présidentielle, il faut au second tour qu'il y ait de bons reports de voix. Dans l'hypothèse où Marine Le Pen affronterait Hollande ou Valls, il faudrait que les électeurs de l'UMP se reportent sur elle au second tour. Est-ce qu'elle en prend le chemin? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est pour cela qu'il faut que nous fassions tout ce que nous pouvons faire pour retrouver la voie de l'unité des Français. Parce que les événements qui jusqu'ici ont commencé de nous donner raison, vont nous donner raison de façon cruelle. Et il faut être en état de recevoir ce message et ce soutien des Français pour éventuellement, et si Dieu le veut, les sauver. Merci Jean-Marie Le Pen. Vous nous dites tous mes vœux de bon rétablissement au président Le Pen. Merci. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci de ce message que vous nous avez donné. Merci d'avoir expliqué très clairement quelle était votre position aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et je vous souhaite évidemment une très bonne santé pour commencer, puisque vous avez été éprouvé. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure, chers amis auditeurs. Au revoir.